meke kuba boyosa. Sama boyi nyamani wajema kwa sufa. Nyamanga fani zezikende. Nama esi kuye di kunya bembe nyamanyo. Onyamanga bati paswaka sari nezikino. Minyamangwe amuma eko ewo. Kaya wasa nono amuma eko ewo. Dena singmengwe mo amuma eko ewo. Minyamangwe amuma eko ewo. Akomo nyama bataula. Amy Thiapo, voilà, qui nous accompagnera tout au long de cette émission, artiste, on va dire, tradi, hein, dans le tradi moderne, avec le sango, c'est le nom de la guitare. Amy, venez le temps que votre chaise apparaisse. Et le tambour, c'est le pendré. J'ai bien retenu ma leçon. Et notre invité en face de vous, Amy, c'est le conférencier Kwasi Echelle. Et évidemment, quand on dit Kwasi, c'est pas étranger à vous, hein? Bien sûr. Le sango, vous savez jouer, non? J'aurais vraiment aimé jouer, mais bon. Et le pendrin, c'est à fait? Pas du tout. D'accord, alors, mais ce n'est pas l'apanage que des femmes, hein? Les hommes peuvent jouer ça aussi? Oui, les hommes jouent. C'est différent de la guitare. Cette guitare est différente de celle de Nguès Bonsens? Un peu, parce que c'est même chose, mais eux, ils jouent côté tête seulement. Mais nous, on joue toutes les notes. Comment eux, ils jouent alors? Comment, enfin... Bon, je ne maîtrise pas trop pour les faire. D'accord, Amy Thiapo. Alors, nous allons maintenant prendre langue avec le conférencier Kwasi Echelle. Le sujet du jour, c'est présenter encore un modèle de réussite. Vous savez que lorsqu'il vient sur ce plateau, il y a toujours des modèles qui nous présentent, avec un thème bien précis, la gestion financière. Et cela résulte simplement des nombreux appels que vous avez eu à avoir après donc, ces différentes émissions où les personnes disaient que c'était leur besoin. Comment arriver à gérer l'argent qu'ils avaient? La gestion financière est l'un des sujets les plus importants aujourd'hui parce que la question même de la gestion est une question qui doit être toujours débattue parce que quand on parle de gestion, il n'y a pas seulement la gestion financière, il y a la gestion du temps, il y a la gestion des ressources, les ressources humaines. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la gestion financière parce que beaucoup disent qu'il faudrait un gros salaire pour pouvoir réussir dans la vie. Mais moi, je dis que ce n'est pas forcément le salaire que vous avez qui fait le futur ou encore la vie que vous souhaitez, mais c'est la gestion de ce qui entre dans vos mains. Vous voyez que l'Afrique a un très gros problème, un très gros souci de gestion. Avant que l'Africain ne reçoive son salaire de fin de mois, ce qu'il planifie déjà, c'est les différentes dépenses qu'il a à faire avec ce qu'il va recevoir comme argent. Voilà ce que l'Africain planifie. Les Occidentaux, au contraire, avant de recevoir leur salaire de fin du mois ou encore un revenu quelconque, ils vont planifier combien est-ce que je pourrais
mettre de côté et combien est-ce que je pourrais investir. Et voilà un peu la différence entre ceux qui réussissent avec ce qu'ils ont entre leurs mains et ceux qui peuvent avoir forcément de grands montants, de gros salaires, mais ils ne savent pas gérer et du coup, ils terminent leur vie dans la frustration. Alors, est-ce que le problème des Africains, le problème qui ressort là, c'est la planification? Planifier à long terme. Parlons de planification, mais parlons d'aussi objectifs que chacun souhaite atteindre. Vous savez, Martin Luther King Jr. A dit que si vous ne vivez pas pour un but, alors vous n'avez pas besoin de vivre. Et plusieurs, c'est dommage, vivent sans but. Du coup, ce qu'ils ont comme finance qui entre dans leurs mains est mal géré. Et le soir, ils vont se demander, mais qu'est-ce que j'ai dû faire avec ce qui est entré dans mes mains? Qu'est-ce que j'ai dû faire avec mon salaire? De sorte qu'au 12 du mois déjà, il n'a pratiquement plus rien pour pouvoir subvenir à toutes ces dépenses du mois. Quelque part, il y a un très grand problème de gestion. Et la gestion est, je le dirais, le socle sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir bâtir demain. Parce que ce que vous recevez aujourd'hui doit garantir demain si effectivement vous gérez cela très bien. Et parlant de cela, je voudrais dire que quel que soit le montant que vous recevez, parce que je le dis toujours, il n'y a pas de petit salaire, il y a seulement de très petites gestions. Ah bon? Quand vous réfléchissez bien et que vous gérez bien, ce qui est entre vos mains sera largement suffisant pour créer la vie que vous voulez. Vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent recevoir un salaire de 1 million, mais à la fin, ils sont frustrés. Pourquoi? Ils sont frustrés. Et à suivre sur RTA, tout de suite, la réclame. Amoureux de Maracana, votre championnat national 2014 a démarré. Venez soutenir vos équipes et vivre des moments de passion autour du Maracana. Le 15 mars, au terrain Philippe Yassé de Jacquesville. Amis sportifs, venez nombreux vibrer au rythme du football populaire et repartez avec de nombreux lots MTN à gagner. MTN, everywhere you go. Voilà, alors les gens, donc, certaines personnes se sentent frustrées à cause de la mauvaise gestion. Vous avez dit qu'on peut avoir, il n'y a pas de petits salaires, il y a de petites gestions. C'est sûr. Tout le monde pourrait ne pas être d'accord avec vous. Oh oui, et tout le monde ne serait pas d'accord. Mais ça dépendra de votre explication. Avec moi, ce que je veux dire, c'est que quel que soit le montant que vous recevez comme salaire, si vous n'avez pas une bonne gestion, alors cela ne sera jamais suffisant pour faire de vous quelqu'un qui est aisé dans la vie, quel que soit le montant que vous recevez. Alors comment justement arriver à cette bonne gestion? Et d'abord, je souhaiterais dire aux gens que avant de recevoir votre salaire de fin du mois, ou encore pour ceux qui travaillent de manière journalière, avant de recevoir votre dû de la journée, alors planifiez. Dans la planification, il faudrait quoi? Il y a ce qu'on appelle les dépenses fixes chaque mois. C'est les dépenses récurrentes. C'est les dépenses qui viennent chaque fois. Un peu comme le loyer. Vous avez besoin de payer votre loyer chaque fin du mois. Et je veux faire une parenthèse. C'est bon, par expérience, que les gens ne prennent jamais une maison qui va prendre plus de 30% de leur salaire. Alors, vous allez travailler pour juste louer maison et ça ne serait pas du tout intéressant. Vous n'aurez jamais à construire. Vous ne pourrez jamais construire, vous ne pourrez pas épargner si votre loyer prend 30% de votre salaire. Je conseille toujours aux gens de prendre une maison qui va être en dessous même de 25% de leur salaire. Ça veut dire que s'il a, par exemple... S'il a 100 000 francs, qu'il prenne une maison de 25 000. S'il a 200 000, qu'il prenne une maison de 50 000. C'est bon, parce que vous aurez quelque chose à épargner après. Et comme je suis en train de parler de dépenses fixes, il y a les factures que vous devez prévoir. Donc, dans votre planning, vous prévoyez le loyer de fin du mois, les factures. Il y a le transport, vous-même votre transport, ou encore, si vous êtes véhiculé, votre carburant de fin du mois, le transport des enfants. Il y a la nourriture. Ça, ce sont ce qu'on appelle les dépenses fixes qui reviennent chaque fois. Vous planifiez ça,
c'est ce qu'on appelle le budget. Donc, vous faites ce budget afin que vous puissiez savoir de manière fixe combien va sortir chaque mois. Après avoir planifié cela, alors, vous allez maintenant planifier ce qu'on appelle imprévu. C'est-à-dire que durant le mois, il y a des imprévus qui viendront. Et comme vous n'avez pas souhaité qu'un de vos enfants soit malade, mais si ça arrive, alors il y a un montant que vous mettez de côté afin que vous ne soyez pas surpris. Vous voyez que la plupart des gens, les gens ne prévoient pas ces imprévus et quand ils ont fini de dépenser, que ça vient, alors ils seront obligés de s'endetter. Alors, mais justement, ces imprévus, là, à hauteur de combien de pourcents? Si on part toujours sur la base de celui-là qui a 100 000, disons 200 000, celui-là qui a 200 000 ou 150 000, vous avez dit son loyer devrait coûter à ce moment-là 25 000? J'ai dit que je souhaiterais et je préconise aux gens qu'ils prennent un loyer qui fait moins de 25% de leur salaire. Afin qu'ils puissent épargner. Parce que le but même de la bonne gestion, c'est l'épargne. Donc c'est juste pour un temps, en fait. Voilà, c'est pour l'épargne. Donc, ça dépend de votre salaire ou encore de vos revenus. Les imprévus peuvent être 5%, voire jusqu'à 10%, selon votre puissance financière. Si l'individu, par exemple, a 200 000. Voilà, il a 200 000, il peut mettre 10% de côté, c'est-à-dire 20 000 francs, c'est bon. Comme imprévu. Voilà, comme imprévu. Cela va l'éviter demain de courir de porte à porte pour dire, voici, j'ai tel problème, je n'avais pas prévu cela, et est-ce que vous pouvez m'aider? Parce qu'une étude sur 100 000 personnes a montré que 8 personnes sur 10 sont endettées. Et ça, c'est difficile. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est dommage, mais les gens vivent avec de très grosses sommes comme dettes sur leur dos. Et quand vous êtes endetté, vous n'avez pas la facilité de réflexion. Quand cela pèse sur vous, vous ne pouvez pas, votre réflexion n'est pas aisée et vous avez des nuits blanches, vous n'avez pas le sommeil tranquille, vous êtes perturbé. Entre-temps, il faut un bon repos pour pouvoir faire, je dirais, avoir, non seulement être positif, mais avoir une très bonne journée le lendemain. Et donc, si vous ne voulez donc pas que les dettes, les emprunts soient dans votre quotidien, alors vous devez toujours prévoir quelque chose. Et, très important, les gens pensent qu'il faut avoir un grand salaire ou encore un gros salaire, un montant élevé chaque fin du mois avant d'épargner. Moi, je dis aux gens que c'est de petits ruisseaux qui deviennent une grande rivière. C'est de petits ruisseaux qui deviennent un fleuve. Alors, quel que soit le montant que vous recevez, si vous gérez bien, vous aurez toujours quelque chose à mettre de côté comme épargne. Alors, quand on parle de la notion de bien gérer, c'est aussi donc ne pas vivre au-dessus de ses moyens et puis être réaliste pour l'instant par rapport à l'objectif qu'on a. Ok, j'allais en venir. Sachez que aujourd'hui, nous voulons faire comme tout le monde. Quelqu'un a réussi, il est en train de vivre sa vie. Je ne suis pas obligé de faire comme lui. Pourquoi? Chacun doit vivre selon ses moyens. Vous ne devez pas vivre au-dessus de vos moyens en faisant comme le voisin, en faisant comme son frère. Il a réussi, selon notre parler d'aujourd'hui, notre langage d'aujourd'hui, voilà. Il a réussi, c'est bon, mais demain, tu pourras être comme lui, même plus que lui. Et donc, il ne faudrait pas que tu jalouses ou encore que tu fasses comme lui en t'achetant une voiture quand tu sais que tu n'as pas d'argent pour assurer le carburant, en prenant une maison dans un lieu. Ou si tu sais que tu as envie de construire, voilà, où tu sais que tu ne pourras pas épargner demain pour construire. Voici une erreur, par exemple, que beaucoup de personnes font. Elles savent qu'elles sont dépensières et elles sortent toujours avec de très gros montants dans leur sac à main. Au cas où? Quand vous êtes quelqu'un qui est vraiment dépensier, ce que vous allez faire, c'est de limiter les sommes, les montants avec lesquels vous sortez chaque jour. Pourquoi? Pour vous éviter de faire toujours du shopping. Ces gens de personnes sont des gens qui n'arrivent pas à dépasser les hypermarchés, les supermarchés. Quand ils entrent dans un supermarché, alors, tant que ce qui n'est pas dans ce qui est dans leur poche ou encore leur sac n'est pas fini, ils n'ont pas envie de sortir. Vous savez, les rayons sont tellement bien faits aujourd'hui que vous avez envie vous avez envie de tout prendre. Entre-temps, demain, vous devez garantir votre avenir. Si vous savez que vous ne pouvez pas gérer facilement ce qui est entre vos mains, alors faites votre effort. Quand vous avez fini de planifier, mis votre budget,
les dépenses fixes, les imprévus, et ce que vous avez à mettre de côté pour la nourriture et autres, ce que vous allez faire, immédiatement, courez à la banque, mettez ce que vous avez comme reste à la banque. Quand c'est à la banque, c'est plus sécurisé. Avant de faire une dépense quelconque, il faut te déplacer jusqu'à la banque. Entre-temps, quand c'est avec vous, à chaque moment, votre main sera dedans. Et je dis aux gens que si vous avez 1 million, que vous avez enlevé 1000 francs, vous n'avez plus 1 million. Et au fur et à mesure, sans que vous ne vous rendez compte, l'argent va partir tout doucement et vous vous retrouvez à la fin du mois avec pas grand-chose entre les mains. Et nous avons justement un exemple en Afrique de quelqu'un qui a réussi à gérer le peu pour devenir, voilà, cette montagne d'argent-là, Orji Uzor-Kalou. Ce bel exemple, c'est Orji Uzor-Kalou, un Nigérian que j'ai tellement aimé par ses prouesses qu'il est en train de faire. Voici ce monsieur de 54 ans, bien sûr, qui, à l'école... Il est jeune, hein? Oui, 54 ans. On a son image. On a son image, très beau, très mignon. Il était à l'école, la première année d'université. Cet homme a dû être chassé ou encore renvoyé de l'université pour une grève qu'ils ont manifestée. Après cette grève, quand ils l'ont renvoyé, il s'est dit, bon, ok, c'est vrai que j'ai été renvoyé de l'école, de l'université, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'asseoir pour pleurer? Il dit non, je ne vais pas pleurer. Il a vu sa mère et elle lui a donné 35 $. 35 $ fait 17 500 francs. Avec les 17 500, il s'est rendu compte qu'il y a de l'huile rouge à l'est du Nigeria. Il s'est donc l'huile rouge, qu'on connaît. Bien sûr, l'huile rouge, l'huile de cuisine, là. L'huile de cuisine. Il est donc parti à l'est du Nigeria parce que le nord du Nigeria avait besoin de l'huile rouge. Donc, il a commencé son commerce avec seulement, je vous assure, 17 000 francs. Avec les 17 000... Donc, il transportait l'huile rouge d'un point A du pays à un point B. À un point B du pays. Quand il s'en va, il planifie son transport, combien est-ce qu'il va mettre dans le transport, combien est-ce qu'il pourra dépenser dans la nourriture, et le reste, il achetait de l'huile rouge dans de gros bidons, et il partait au nord du pays pour vendre cette huile. Et après, avec sa très bonne gestion, son capital s'est rehaussé, et il s'est dit, pourquoi ne pas planifier de sorte à entreprendre une autre affaire? Et partant toujours à l'est du Nigeria, il a découvert que là-bas, il y a de très bons meubles. Au nord du Nigeria, par manque du bois, il n'y avait pas de bons meubles. Il dit, ok, pourquoi ne pas transcender? Partons de l'huile rouge afin de prendre maintenant des meubles et aller vendre au nord du Nigeria. C'est comme ça, le jeune homme, avec 17 500 francs seulement, est passé de là à multimillionnaire en vendant des meubles. Après cela, il dit... Donc il a abandonné l'huile rouge, en fait. Oui, il a abandonné l'huile rouge, il a commencé maintenant à vendre les meubles au nord du Nigeria, à certaines entreprises qui en avaient besoin. Certains bureaux, il les équipait. Après cela, il se dit, bon, ok, pourquoi ne pas commencer maintenant à développer mon leadership en étudiant encore? C'est comme ça qu'il a eu son diplôme en économie à l'université de Abia State au Nigeria. Là même où il est devenu gouverneur. Il a été gouverneur de Abia State au Nigeria. Cet homme, donc, avec sa très bonne gestion, va générer des ressources financières vraiment colossales, et ça va lui permettre d'ouvrir plusieurs entreprises sous le nom de Slock Group. Slock Group, il y a des banques que Orji Kalou a ouvert, il y a le transport, il a été dans le pétrole, dans plusieurs autres entreprises. Il y a vraiment un panel d'entreprises qui sont représentées en Angleterre, en Afrique du Sud, en Corée et toute l'Afrique de l'Ouest. Cet homme a ses entreprises. Une chose qui m'a marqué, cet homme est l'un des rares Africains, parmi les 40 milliardaires qui n'ont pas fini leurs études avant de commencer leur entreprise. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens comme ça, comme les Bill Gates et autres, qui n'ont pas fini leurs études, mais sont devenus milliardaires. C'est l'un des rares Africains, ce jeune homme. Vous donnez de comprendre que c'est la très bonne gestion. Avec 17 500. Seulement que 17 500. On attend d'avoir 10 millions, 20 millions ou encore 50 millions pour commencer une entreprise. Pourquoi? On n'a pas la bonne gestion. Et je prendrai l'exemple d'un Français, Pascal Brune. C'était un boucher qui a gagné au loto. Il a gagné 26 millions d'euros au loto.
Wow. 26 millions d'euros, ça fait 17 milliards. Contrairement à ce jeune noir qui a très bien géré ses finances, ce boucher n'était pas prêt à recevoir ce gros montant. Ce montant l'a emmené en prison à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il tombe dans une pauvreté extrême parce qu'il avait vendu sa boucherie pour vivre au-dessus, je le disais, à la limite des moyens qu'il avait reçus. Il a commencé à vivre une vie qui a commencé à faire partie de son argent. Et dans cette vie qui n'était pas bien gérée, il s'est retrouvé plusieurs fois en prison. Avec 17 milliards, il est revenu à un stade de pauvreté qui était en deçà même de son niveau d'hier, où il était bouché. Voyez donc, quand quelqu'un n'est pas préparé à la richesse et à la bonne gestion, quel que soit le montant qu'il va recevoir, il ne deviendra rien. Et une étude de l'ONU a montré que les Chinois, l'argent, je vais le dire en termes vraiment courants, dure 7 fois plus entre les mains d'un Chinois que d'un Africain. L'argent, je le répète, dure 7 fois plus entre les mains d'un Chinois que d'un Africain. L'Africain, avant de recevoir un montant, avant de recevoir son salaire, a déjà planifié toutes ses dépenses. Qu'est-ce que je vais dépenser? Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ceci. Nous parlons en termes de dépenses. En termes de dépenses en tant qu'Africains. Mais ces Occidentaux, ils parlent en termes d'investissement. C'est là la différence. C'est là la différence. Ce que je vais recevoir, qu'est-ce que je vais faire avec? L'Africain, lui, il pense à acheter automatiquement. Le luxe. Il pense aux belles voitures qu'il peut acheter immédiatement. Quelle est la vie que je peux mener? Mais les Occidentaux, eux, ils pensent à ce qu'ils peuvent investir. Parce que votre salaire ne fera jamais de vous un homme puissant financièrement. C'est ce que vous faites avec votre salaire, c'est ce que vous faites avec l'argent qui est entre vos mains qui fait de vous un homme puissant financièrement. Et donc, si vous voulez vivre avec seulement que votre salaire, alors ce n'est pas sûr qu'un jour vous bâtirez une maison. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent que vous avez? Avez-vous bien investi? Et c'est là la différence entre eux et nous. Ils ne pensent pas en premier lieu dépenses. Ils pensent en premier lieu épargne et investissement. L'Africain pense en premier lieu dépenses. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire tel voyage? Je vais aller ici et là? Mais lui, voyez que un Européen ou encore les Occidentaux, ils peuvent être dans une toute petite voiture, une voiture vraiment modeste, mais ils ont de très grosses fortunes dans leur dos. Ça, c'est clair. Okay? Parce qu'ils veulent assurer l'avenir, non seulement leur avenir, mais l'avenir de leur famille, de leurs enfants, à la différence leur des Africains. postérité, les générations après eux. Et donc, c'est la gestion rigoureuse de ce que vous avez qui fait de vous un homme puissant demain. Alors, ce qui veut dire que très peu d'Africains laissent un héritage à leurs enfants. C'est plutôt les enfants qui doivent travailler pour... enfin, c'est ce qui est en Afrique. Hein. Si vous ne le faites pas, vous devez travailler pour vous occuper de vos parents. C'est comme ça qu'on nous a élevés. Mais très peu de parents voilà, vous disent, écoute, voici l'entreprise que j'ai eu à bâtir pour toi. Je ne suis pas là. Vas-y, continue. On fait la continuité. C'est vraiment des exemples très, très différents de la gestion. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Un chanteur a dit que l'Africain, avant de mourir, il laisse des dettes à ses enfants. Ah oui, ça c'est déplorable, mais c'est vrai, c'est constaté. Je ne suis pas en train de dire que tous les Africains font... Parce que ce jeune homme, par exemple, Ogizo Kalou, si demain il devrait partir, ses enfants seraient fiers de lui, très fiers de lui. Mais malheureusement, la plupart des Africains, c'est ce qui est récurrent, c'est ce que nous voyons et nous déplorons cela. Mais je pense qu'avec le temps, quand la connaissance va commencer à s'augmenter, les gens vont commencer à comprendre, alors l'Africain pourra, je dirais, relever le défi afin de pouvoir laisser, pourquoi pas, de grandes maisons, de grandes entreprises à leurs enfants. Bien sûr, qui pourront même être, comme Orgie, être référenciés sur des marchés internationaux. C'est très important. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À quel numéro ils pourraient vous joindre, ceux qui voudraient en savoir davantage? Je suis au 05 07 42 55. 05 07 42 55. C'est tout.
C'est tout. Merci beaucoup, M. Kwasi Echel. Avec vous, on parlait de la gestion financière avec, pour exemple, le docteur Orji Uzor-Kalou. C'est un Nigérien. Merci beaucoup. Et on se retrouvera assurément la semaine prochaine pour d'autres sujets. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce temps d'antenne, c'était un 13 mars 2013. Nous sommes le 14 mars 2014. Ça fait un an qu'il est donc installé. Il s'agit du pape François. Biographie. Et Georges Bergoglio, le nouveau pape élu à la surprise générale, qui a pris le nom de François Ier. Né en 1936 à Buenos Aires, fils d'immigrés italiens, il a grandi dans le quartier Flores avec ses parents, son frère et sa sœur. Son père était employé des chemins de fer. Diplôme de chimie en poche et après des études de théologie, il sera ordonné prêtre en 1969. En 2001, Jean-Paul II le nommera cardinal. Considéré comme modéré, c'est un jésuite austère de tendance réformiste au goût simple. Il aime l'opéra, le tango, Borghese et Dostoïevski. Il est aussi un fervent supporter du club de football de San Lorenzo. Préférant se déplacer en métro plutôt qu'en voiture avec chauffeur, il a renoncé à occuper la somptueuse résidence des archevêques. En fait, les gens de Buenos Aires qui le connaissent bien disent de lui qu'il est un homme très simple. Il a décidé de ne pas vivre dans le palais-résidence de l'archevêque de Buenos Aires. Il a préféré habiter dans un petit appartement et prendre les transports en commun. Archevêque de Buenos Aires et primaire d'Argentine, jusqu'à mercredi, c'est un homme réservé qui jouit d'un grand prestige au Vatican. Grand admirateur de François d'Assise, il a choisi ce nom de François pour mener son combat contre la pauvreté. Il faut dire que c'est un latino-américain, originaire d'un continent où le catholicisme est populaire. Je pense que le travail des cardinaux n'est pas de choisir le pape le plus populaire, mais de choisir le meilleur pape. J'étais avec des Français et des Italiens qui étaient contents du choix du nom de François, comme François d'Assise ou François Xavier, célèbre missionnaire jésuite. Farouche opposant à la loi légalisant le mariage homosexuel en Argentine et contre l'avortement, des voix s'élèvent pour dénoncer des liens et des silences durant la période de la dictature militaire entre 1976 et 1983. La justice l'a entendu comme témoin dans une affaire d'enlèvement de 2 missionnaires jésuites en 1976. Une chose est sûre, Georges Bergoglio n'est pas un homme de révolution, mais plutôt un homme de transition, disposé à certains changements. Selon certaines rumeurs, en 2005, s'estimant pas prêt, il s'était retiré en faveur du futur Benoît XVI. En 2013, c'est sûrement son aura, sa simplicité et son profil d'homme de consensus qui auront fait de lui le 266e successeur de Saint-Pierre.